Mesdames et messieurs, bonsoir, Sahar Ramadankom. Ravi de vous retrouver dans notre émission sur Al24, votre chaîne d'information où nous voyageons à travers les deux rives de la Méditerranée. Quel bonheur de vous retrouver dans ces beaux rendez-vous, dans cette Sahara de Ramadan avec de l'information liée au patrimoine matériel de notre cher pays, l'Algérie. À cette occasion, nous avons le bonheur et le plaisir de recevoir ici, dans cette magnifique bâtisse, ce palais, ce beau palais qui reflète aussi l'identité algérienne et algéroise, avec nous des personnalités avec qui nous allons revenir sur le patrimoine matériel, sur la restauration de nos sites et nos bâtis donc liés au patrimoine. Nous avons avec nous, c'est un plaisir de la recevoir en cette soirée de Ramadan, Madame Cherchali Nabila, qui est directrice de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel au sein du ministère de la Culture et des Arts. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Tamdarari, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous dans cette émission consacrée justement à l'information culturelle et aussi au patrimoine algérien à travers sa diversité. Nous avons également avec nous, et c'est un plaisir de le recevoir, il s'agit de Monsieur Hamza Mohamed Cherif qui est parmi nous. Il est directeur général de l'École nationale supérieure de conservation, de restauration des biens culturels qui se trouve au niveau de la ville de Tipaza. C'est un bonheur de le recevoir ce soir, en cette soirée de Ramadan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Sahar Ramadankom, Sahar Ftorkom. Je vous remercie pour cette invitation nous allons profiter, présenter notre présence de notre école et aussi parler de la conservation du patrimoine. Revenir sur le système de conservation aujourd'hui et tout le travail qui se fait autour de la préservation de notre patrimoine architectural. Alors, Madame Cherchali Nabila, aujourd'hui, il sera question avec vous ce soir de la bâtisse dans laquelle nous sommes. Oui. C'est un véritable palais. Vous êtes invité aussi, Monsieur Hamza, à réagir par rapport à cela. Ce palais dans lequel nous sommes au musée du Bardo, sur les hauteurs. Oui. Sur les hauteurs de la rue d'Idouche Morad. Tout à fait. C'est un vrai joyau architectural. C'est l'une des maisons de campagne, donc les maisons du Fars, qui sont situées sur les hauteurs d'Alger. Le palais du Bardo est un monument historique, intégré parmi la liste du patrimoine national. Donc, c'est l'une des maisons qui existait durant donc la présence ottomane. Au XVIe siècle, le noyau historique était situé au niveau de la Casbah d'Alger, oui. Et le palais du Bardo, au même titre que d'autres palais qui existaient sur les hauteurs d'Alger, donc actuellement donc Hidra, El Biar, Bouzerrea, Berkhadem, étaient considérés comme étant la campagne d'Alger. Donc il y avait donc des palais entourés donc de vergers, de jardins, au niveau desquels résidaient, en hiver, les résidents de la Casbah d'Alger. De la Casbah d'Alger. Donc voilà. C'était aussi un savoir-être, une façon de vivre qui était assez particulière, oui. N'est-ce pas? Avoir un espace citadin et passer aussi à un espace de la campagne qui est aussi important. Alors si on doit décortiquer aussi avec vous, Monsieur Hamza Mohamed Cherif, donc cette bâtisse qui est une bâtisse magnifique, qui est aussi appelée à être restaurée, à être entretenue. Nous savons que l'école que vous dirigez, donc vous êtes directeur général, est une école qui forme des restaurateurs. La bâtisse elle-même est devenue musée à partir de 1930, oui. Après un siècle d'occupation. C'est à partir de cette date-là, ce monument-là a été transformé en tant que musée. Et c'est pour ça que vraiment, il a subi plusieurs transformations à l'époque coloniale. Oui. Et aussi, il a eu plusieurs projets de restauration, si je me rappelle bien. Madame Cherchali est là pour plus nous éclairer les différentes périodes de restauration et d'intervention qu'a subi ce musée-là. Justement, Monsieur Hamza, quand on parle de toutes ces villas, toutes ces maisons, tous ces palais, que ce soit à Alger ou dans toutes les autres régions d'Algérie, nous savons que pendant la période coloniale, ce sont des bâtisses qui ont souffert. Elles ont souffert parce qu'en fait, il y a eu, je dirais, une transformation brutale de l'architecture de ces maisons. Quand on sait que ces maisons, elles sont introverties, il y a toujours cette pudeur, ce respect
où les choses se faisaient à l'intérieur de la maison. Et là, il y a eu, si vous voulez, comme à la Casbah, les fameuses portes de la Casbah, c'était aussi une façon d'ouvrir et de casser cette intimité. N'est-ce pas, Madame Cherchali? Oui, en fait, alors, durant la présence coloniale, il y a eu, si vous voulez, ou du moins le bâti traditionnel, que ce soit au niveau de la Casbah d'Alger, ou de la vieille ville d'Oran, ou de Constantine, le bâti traditionnel a subi différentes transformations. Comme vous le disiez, en commençant par les remparts de la ville, ou même les bâtisses traditionnelles, ces dernières ont subi différentes transformations, justement pour casser ce système d'introversion, considérant cette architecture traditionnelle comme vétuste, comme dépassée. Nous avons donc assisté à différentes opérations de démolition. Au niveau de la Casbah d'Alger, à titre indicatif, au niveau de la basse Casbah, on a assisté à de grandes opérations de démolition pour l'aménagement et la construction du nouveau centre colonial, si vous voulez, pour asseoir le siège. Tout à fait. Ce qu'on appelle exactement. Oui. Pour si vous voulez, asseoir le siège du pouvoir colonial. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est opéré au niveau des différentes vieilles villes réparties à travers le territoire national. Nous avons assisté aussi à des opérations de destruction de monuments importants. Tlemcen, par exemple, la Médersa Tchfiniya, qui, elle, est issue d'une architecture mauresque, a subi une opération de destruction. Voilà, donc ça revient un peu à dire que ce patrimoine a subi différentes opérations de transformation et de démolition. Alors, on revient justement à ce palais, le palais Bardot, qui depuis donc 1930 est un musée, un véritable musée où on peut reconstituer finalement, on reconstitue, si vous voulez, le savoir-vivre, le savoir-être de l'Algérien de l'époque, bien avant 1830, et cette façon de vivre, parce que il est composé de plusieurs chambres, les patios. Nous avons aussi toutes ces poutres, nous avons ces belles colonnes. Elles sont faites avec des matériaux d'ici et d'ailleurs. Nous avons aussi le zélige, nous avons les différentes pièces, donc que ce soit le lien avec les cuisines, les hammams, la façon de conserver l'eau, tout ça, l'architecture était très, j'allais dire, il y avait beaucoup d'ingéniosité. Tout à fait. C'est ça, oui, c'est ça. Les anciens bâtisseurs étaient vraiment très ingénieux. Et le musée du Bardot, c'est vraiment un musée type d'une maison, d'un palais de l'époque ottomane. C'est pour ça que les visiteurs, le simple citoyen qui n'est pas vraiment, qui n'est pas bien branché dans l'histoire, en visitant le musée, peut comprendre comment nos ancêtres vivaient, comment la vie était organisée à cette époque-là. Il y avait ce qu'on appelle l'intimité, le harma. Chaque pavillon du palais était dédié à des gens où ils pouvaient moldar, où ils pouvaient s'asseoir, recevoir les gens, une partie réservée aux cuisines, etc. C'était très bien organisé. Justement, et l'organisation de la maison autour d'un patio, en fait, autour du patio, qui est considéré comme étant l'espace central de la maison. Alors c'est là où nous sommes tout aussi, à fait, madame. C'est le patio du musée du Bardot. Oui, voilà. Là, nous sommes au niveau d'un espace un peu plus intime, si vous voulez. Après, le patio est organisé autour d'une grande cour qu'on appelle habituellement la cour de marbre, au niveau de laquelle sont organisés là aussi des espaces qui sont un peu plus public, j'allais dire. Très bien. Nous avons donc cette cour, la cour de marbre, qui est une très belle cour avec ce qu'on appelle fouara. Tout à fait. Qui est une fontaine, donc spécifique, connue aussi. Qui est un élément d'agrément très important. Voilà. La présence de l'eau et des fleurs, la présence florale et la présence donc des bassins est une présence assez remarquable dans cette architecture. Ce sont des éléments de composition qui sont très présents et qui étaient très présents dans la vie quotidienne de l'époque.
puisqu'ils agrémentaient justement la vie quotidienne de l'époque. Oui. Voilà. Si on revient aussi à ce musée du Bardo, qui aujourd'hui abrite un nombre important d'expositions, il est ouvert aussi aux visiteurs, puisque nous avons aussi une scénographie qui est liée à l'histoire antique de l'Algérie. C'est un musée d'ethnographie et de préhistoire, justement. Le domaine de spécialisation du musée du Bardo concerne donc la préhistoire, le volet préhistoire, et le volet ethnographie. Et justement, cet espace au niveau duquel nous sommes est dédié justement à l'ethnographie. Voilà. Donc, c'est vraiment le reflet, que ce soit en termes d'espace ou en termes d'exposition, le reflet de la vie quotidienne et donc des éléments d'ethnographie qui ont prévalu justement à l'époque. Alors, pour revenir aussi, parce que quand on connaît bien son histoire, on avance avec sérénité, n'est-ce pas, madame et monsieur? Donc, on avance avec une certaine sérénité. Et quand on sait que l'Algérie aujourd'hui est l'un des pays les plus anciens, avec toutes ces trouvailles et ces travaux de recherche qui sont en train de se faire grâce donc au ministère de la Culture, on est aussi impressionné par l'histoire de l'Algérie, par la présence de l'écriture, par la présence de l'homme depuis des milliers d'années, et on peut découvrir tout cela grâce au musée du Bardo. On peut venir visiter cet espace, et nous savons que pendant le mois de Ramadan, le musée du Bardo est ouvert en soirée, et les gens peuvent, vous qui nous suivez ce soir, vous pouvez profiter de ces belles visites de Ramadan et venir profiter de tout ce qu'on peut découvrir à travers ce beau musée. Oui, madame Cherchali. Oui, comme vous le disiez, donc madame Tamdaraji, c'est pour compléter justement ces éléments d'information qui sont présentés aussi bien au niveau du musée du Bardo ou au niveau des autres musées répartis à travers le territoire national. Comme je le disais, le musée public national du Bardo, qui a été donc officiellement créé au même titre que d'autres musées, donc après Post-Algérie indépendante en 1985, recèle donc des collections de préhistoire. Mon collègue Monsieur Hamzachi peut-être me corrigera sur l'aspect préhistoire et la datation, mais il me semble que nous sommes à 2 millions d'années, c'est ça? La dernière découverte. Voilà, exactement. C'est dire la richesse de notre histoire et de notre préhistoire en Algérie et l'importance des vestiges préhistoriques ou archéologiques répartis à travers le territoire national et l'évolution de la recherche archéologique et préhistorique en Algérie. Donc, comme je le disais, le musée public national du Bardo présente les collections d'ethnographie et de préhistoire. Alors, au niveau de l'ethnographie, madame Cherchali, il y a des scènes de vie, nous avons des ustensiles, nous avons des décorations, des coffres, le lit à baldaquin. Donc, tous les éléments de la vie quotidienne. Tous les éléments de la vie quotidienne à l'époque. Le mode d'habillement aussi. L'habillement traditionnel algérois de l'époque, que ce soit de la vie quotidienne ou même des tenues de fête de l'époque. Donc tout ça est présenté dans cette partie qui est dédiée à la collection d'ethnographie au musée du Bardo. Donc tellement de richesses, tellement d'informations à découvrir, et j'invite vraiment nos téléspectateurs à visiter le musée du Bardo au même titre que d'autres musées que nous avons aussi bien à Alger au niveau des autres wilayas. Nous avons le musée public national des Beaux-Arts à Alger, qui est magnifique. C'est aussi un musée, j'allais dire, qui est dans la continuité du jardin d'essai. Tout à fait. Et là aujourd'hui, avec toutes ces restaurations qui sont en train de se faire pour aller donc depuis El Medenia, Maqam Shahid, on descend vers la grotte Cervantes et on va pratiquement jusqu'à arriver à la Bibliothèque nationale du Hamma. Mais ça c'est magnifique. Voilà, c'est un circuit de visite qui est en cours d'aménagement par les services de la wilaya d'Alger. Voilà, donc tout ça pour mettre en évidence toutes les richesses patrimoniales desquelles nous disposons, aussi bien à Alger au niveau des autres wilayas. Simplement pour évoquer les autres musées, nous en avons 24 répartis à travers le territoire national. Mais avant national. de revenir à cela, si vous voulez bien, Madame Cherchali, Monsieur Hamza également, quand on revient aujourd'hui, par exemple, à ce musée qui est aujourd'hui le musée du Bardo, nous l'avons choisi pour pouvoir aussi passer Ramadan avec nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, surtout, qui découvrent aussi toutes ces bâtisses, cette architecture aujourd'hui qui est très très prisée
utilisé et qui se fait découvrir de plus en plus. Nous avons, par exemple, ces différentes sortes de zélige. Oui. Le zélige qui est classé patrimoine donc algérien aujourd'hui, qui est en voie de l'être, oui, d'accord. Nous avons l'Algérie à travers le ministère de la Culture et donc le Centre national de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire, qui est chargé donc de travailler sur des dossiers de candidature à l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, a déposé un dossier d'inscription, de proposition d'inscription du zélige algérien sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel. Nous revenons aussi à ces musées nationaux, ces musées nationaux qui existent à travers le territoire national. Déjà au niveau de la capitale, nous avons un nombre important de musées. Oui, tout à fait. Nous en avons quand même 7 répartis à travers la wilaya d'Alger. Nous en avons cité quelques-uns tout à l'heure, donc le musée public national des Beaux-Arts. Juste un peu plus haut que le musée du Bardo, nous avons le plus ancien musée d'Algérie, le musée public national des antiquités et des arts islamiques. Nous avons donc le musée de la miniature et de l'enluminure à la Casbah d'Alger, des arts et traditions populaires. Voilà, des arts et traditions populaires, le musée public national maritime, là aussi au niveau de la Voûte Khaireddine. Juste à côté, donc dans la wilaya de Tipaza, nous avons le musée public national de Cherchel, là aussi, qui est un très très beau musée, qui a bénéficié là aussi d'une opération de réaménagement, de scénographie, mais pas que. Donc voilà, de restauration de ces collections, dans le cadre d'un projet de coopération qui a été enclenché entre le ministère de la Culture, donc l'Algérie, et le partenaire allemand. Oui. Donc, c'est Nous avons aussi le musée de Tipaza également. Oui. Alors là, c'est un musée de site, donc qui accompagne le site archéologique de Tipaza. D'accord. Très bien. Très tout bien. à fait. Oui. Il est vraiment bénéfique pour nos étudiants, justement à l'école. Si on revient un peu à l'école, l'emplacement de l'école qui était à Darsouf, à la Basse-Casbah, à partir de 2019, a été transféré sur le centre d'archéologie arabe à la wilaya de Tipaza. Son emplacement est vraiment très important maintenant à Tipaza parce que nos étudiants peuvent profiter des cours théoriques à l'école et après, juste ils ont qu'à traverser la route et aller directement sur le site de Tipaza pour le cours pratique. Et justement, le musée de site de Tipaza est vraiment très riche en collection muséale, surtout dans le côté de la pierre, les inscriptions, le marbre, etc. Et aussi pour nos étudiants de comprendre, de voir les différents mobiliers archéologiques qu'on peut trouver, faire ressortir des fouilles de Tipaza. Vraiment, le site de Tipaza, qui est vraiment un des plus anciens musées, le musée de Site, un des plus anciens musées de Site, qui a été construit en 1956, si je me rappelle. Oui. Tout à fait. On revient donc là où nous sommes, à ce musée, le musée du Bardo, avec donc le palais central. Oui. Dans lequel nous sommes. On parlait de cette fameuse cour des marbres qui est aussi somptueuse. Et puis nous passons aussi à notamment la scénographie, tout ce qui est archéologique, anthropologique et ce département. C'est la partie qui est dédiée au volet préhistoire. Préhistoire. Dont la construction est plus récente. Oui, elle est plus récente. Voilà, elle date de la période coloniale. Et nous coloniale, savons que même la scénographie a été faite par des jeunes architectes. Oui. Je voudrais quand même mentionner, si vous le permettez, madame, bien sûr, que c'est l'un des premiers musées à avoir été restauré quand même par des architectes algériens. Oui, et des architectes spécialisés dans le domaine de la restauration. C'est important de le dire. Très important. C'est un projet qui a été mené au début des années 2000. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années. Et sa restauration a été quand même menée dans des conditions très, très favorables. Et c'est aussi une opération réussie. Menée par des architectes et des entreprises algériennes. C'est important, je pense, pour nous de le mentionner. Voilà. Oui. Et là, quand on revient justement à tous ces musées nationaux algériens, à leur spécificité, parce que comment est-ce qu'on sélectionne une bâtisse pour en faire un musée? Alors, quels sont les critères de sélection pour pouvoir dire tel espace, on va en faire un musée? Alors, très souvent, vous l'aurez constaté, les musées sont installés sur des monuments historiques. Si vous voulez, c'est un peu une double reconnaissance. C'est une reconnaissance de valeur par rapport à l'édifice, par rapport à la nature de l'édifice, par rapport à son importance historique, architecturale et esthétique. Mais c'est aussi c'est une reconnaissance par rapport à la catégorie des collections
qu'on veut y présenter. Oui. Donc très souvent, si vous voulez, la sélection se fait de pair, ou du moins elle fonctionne de pair. La nature du monument ou de l'édifice définit le type de collection qu'on va y installer. Je vous citerai à titre indicatif, oui. mais en fait, je voudrais là aussi mentionner que ça n'a pas que des avantages. Très souvent, ça peut présenter des inconvénients. Oui, oui, parce que s'installer sur un monument historique... Pour le préserver, en fait. Exactement, mais pas que. C'était comme pour Timgad, par exemple. Timgad, qui, on organisait beaucoup de très beaux événements culturels à Timgad. Et puis là, l'espace lui-même est préservé. C'est ça. Et on a à côté construit un espace pour avoir de l'animation. Tout à fait, un théâtre et vraiment le préserver. Préserver cette... Pour éviter l'impact important sur le monument qui constitue le site. Donc, comme je le disais, nous avons par exemple des exemples dans la wilaya de Tlemcen où nous avons donc installé des musées dans des monuments historiques, dans ce qui peut constituer donc une ancienne médersa ou même la restauration une ancienne du mosquée. meshwar, par exemple. Alors, oui, tout à fait. C'est une opération qui a été menée dans le cadre de l'organisation de l'événement Tlemcen, capitale de la culture islamique, en 2011. Donc, beaucoup d'opérations de restauration ont été menées au niveau de la vieille ville de Tlemcen. Et par rapport à cela, nous avons assisté à des opérations donc de réhabilitation et de reconversion et à la mise en place de nouveaux musées dans différentes thématiques. Là aussi, le musée des arts islamiques, le musée donc là aussi de la calligraphie dans la wilaya de Tlemcen. Donc, comme je le disais, si vous voulez, ce sont ce genre de critères qui prévalent dans la sélection en ce qui concerne l'aménagement de nouveaux musées. Mais nous travaillons également, je voudrais, si vous permettez là aussi, porter à la connaissance des téléspectateurs que nous avons aussi de nouveaux projets de création de musées. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, là, nous avons assisté à la construction de nouveaux bâtiments pour y aménager donc des musées, aussi bien à Tizi Ouzou ou à Ain Timouchent. Si vous voulez, là, le bâtiment est conçu de manière à présenter différentes collections et de manière à ce que ces collections s'adaptent à, si vous voulez, à un nouveau musée, à ce que l'on peut imaginer de ce que c'est qu'un musée. Voilà. Selon les critères muséables. Oui, exactement, tout à fait. C'est selon les critères. Le bâtiment, pour être nommé musée, doit suivre ce qu'on appelle la muséologie et les critères muséales, etc. C'est ça, donc c'est des choix assez minutieux, tout à fait, liés aussi à la recherche, parce qu'il y a un travail de recherche qui se fait autour de la bâtisse elle-même. Tout à fait, oui. Et en imaginant là aussi des scénographies à prévoir, à aménager au niveau de ces nouveaux musées, si vous voulez. Comme je le disais, quand il s'agit d'un nouveau musée, une nouvelle construction d'un bâtiment, c'est plus simple. Exactement, c'est moins contraignant et on a plus de liberté dans la conception, dans les aménagements, dans les études de scénographie, plutôt que quand on est sur un monument historique. Oui. Monsieur Hamza, vous êtes parmi nous ce soir dans notre émission sur Al24 et c'est un bonheur de vous recevoir dans cette Sahara. On revient justement à le monde, la formation. Aujourd'hui, c'est un sujet très important. Quand on revient sur le thème de la formation, c'est-à-dire que nous avons des sites classés, des sites classés à l'international, bien entendu, par l'UNESCO, et il y a des fouilles qui se font, archéologiques et autres, de la mosaïque, par exemple, qui a une place importante dans notre patrimoine. Nous avons ce qu'on appelle des tapis mosaïques extraordinaires dans la région de Tébessa, Djemila, et un peu partout, Tezoult et Timgad. La formation, c'est chez vous que ça se passe. C'est au niveau de cette école importante, Au niveau de l'école, oui. C'est vraiment un point très important pour la sauvegarde. Soit des sites, soit déjà des objets qui sont exposés aux étudiants, aux visiteurs dans les musées. Oui. C'est pour ça que je reviens un peu sur les musées, les nouveaux musées, avec un laboratoire de restauration. C'est tout un cheminement pour la création d'un musée. Au sujet de la formation, oui, le ministère de la Culture a donné vraiment de l'importance à ce sujet-là. L'école a été créée en 2008, mais elle a ouvert ses portes en 2012. Elle formait les étudiants au début sur la licence dans la conservation et restauration des biens culturels. Ensuite, à partir de 2019, l'école a obtenu la formation, un master, conservation et restauration des biens culturels
immobilier. Et à partir de cette dernière rentrée, de septembre 2025, l'école a lancé un nouveau parcours universitaire dédié aux bacheliers, qui est le parcours d'ingénieur d'État en conservation et restauration des biens culturels. Et on a eu une première promotion qui est rentrée au mois de septembre, des étudiants, des bacheliers titulaires d'un baccalauréat en sciences ou bien mathématiques, ou bien techniques mathématiques, avec une moyenne de 13,5 pour y accéder. Ils vont suivre une formation de 2 ans, comme toutes les écoles supérieures dans le pays. Après 2 années de formation préparatoire, ils peuvent accéder à 3 années de formation approfondie et ils vont se spécialiser. Pendant leur cursus de formation, nos étudiants vont déjà apprendre à comprendre c'est quoi le patrimoine, comprendre aussi la déontologie dans le domaine de la conservation et restauration, parce qu'il y a des lois, il y a des chartes à respecter. On ne peut pas devenir restaurateur, conservateur d'un patrimoine, surtout un patrimoine de notre pays qui est vraiment millénaire. C'est une énorme responsabilité qu'ils vont avoir entre les mains. C'est pour ça qu'on insiste. Et sur le nombre aussi des étudiants, l'école, elle reçoit une trentaine jusqu'à 40 d'étudiants. Vraiment, on est dans la formation, si on veut dire, permettez-moi de dire ça, formation de qualité. Donc, bien sûr, mais c'est clair, c'est parce que c'est une énorme responsabilité. C'est une énorme responsabilité. On essaie que nos étudiants puissent après déjà d'aller visiter les musées, de voir les différents ateliers qu'on a dans notre pays. C'est pour ça que quand c'est un nombre restreint, les étudiants peuvent manipuler, ils peuvent revoir, ils peuvent bien diagnostiquer, constater. Tout ça, ça rentre dans le rôle de la formation. On tenait à vous féliciter aussi, Monsieur Hamza Mohamed Cherif, pour votre élection. Vous avez été élu dans un organisme dernièrement à Rome. À Rome, en Italie, c'était le siège, c'était au mois de décembre passé, entre le 10 et le 12 décembre 2025. Au siège de l'ICRAM. L'ICRAM est une organisation internationale de la conservation et restauration des biens culturels, que l'Algérie a adhéré à cette organisation à partir de la fin des années 70. Et on a plusieurs partenariats. L'État algérien a plusieurs partenariats avec cette institution-là. Et moi, j'étais élu pendant cette dernière élection pour 4 années, Inch'Allah, jusqu'à 2029, comme membre du conseil d'administration de cette organisation. Et vous allez vous occuper de quoi exactement dans le concret par rapport à cet organisme international? Cet organisme se concentre sur la conservation et la restauration des biens culturels, mais aussi il se porte sur tout ce qui est patrimoine en relation avec les dégradations de la nature, les catastrophes naturelles, la préservation. Et l'ICRAM a lancé une nouvelle stratégie 2026-2031 sur conserver, activer et reconnaître le patrimoine mondial. Il lance des petites opérations de formation. Cet organisme-là est vraiment basé sur la formation dans le domaine de la conservation et la restauration. Et l'Algérie a plusieurs partenaires, comme j'ai dit tout à l'heure. On a eu plusieurs expériences. Madame Chouchel est là pour aussi nous donner plus d'informations dans la collaboration de l'ICRAM. Le dernier, le plus célèbre de la collaboration, c'était la création de l'atelier de mosaïque, le projet Mosaïcon qui a été fait à Tipaza, dans le domaine de la mosaïque. Oui. Voilà, nous revenons justement, excusez-moi de vous interrompre, je voulais rebondir par exemple à tous ces points de recherche lors des forages du métro d'Alger. On a pu la découverte de tout ce fameux millefeuille, n'est-ce pas, ces strates de civilisation, d'histoire du pays, où on a pu découvrir aujourd'hui quand on prend le métro et que on place des martyrs, on a carrément des plaques de verre et on découvre l'histoire d'El Jazeera. Oui, c'est un projet qui a été mené en partenariat entre le ministère de la Culture et le ministère des Transports à travers l'entreprise du métro d'Alger dans le cadre d'un projet d'archéologie préventive. Oui. C'était dans le cadre de l'aménagement donc de la station de métro au niveau de la place des Martyrs
que ce projet justement d'archéologie préventive a été mené. Donc il fallait allier entre protection du patrimoine culturel et développement urbain. L'objectif c'était ça en fait, de ne pas porter atteinte au patrimoine culturel, mais en même temps de laisser passer la station de métro, de l'aménager et de la laisser passer. Oui. Donc c'est par rapport à cela que ce partenariat a été mené entre les deux secteurs, bien sûr, en faisant intervenir des entreprises ou du moins des établissements spécialisés dans le domaine, qu'une opération de fouille a été menée. C'est sur cette base-là que d'importants vestiges ont été mis au jour. C'est ce qui explique la présentation de certains d'entre eux, d'une petite partie d'entre elles, de ces vestiges au niveau de la place des Martyrs. Donc là, ça constitue vraiment un exemple très intéressant de partenariat entre deux secteurs qui ont travaillé de pair pour allier donc les deux, développement urbain et protection du patrimoine culturel. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est envisagé, là aussi, peut-être l'aménagement d'un musée, mais vraiment en substrat, c'est-à-dire en infrastructure. Ça, c'est quelque chose qui est en cours de construction. Voilà. C'est vraiment un bel exemple. En tous oui, les cas, tout à fait. L'exemple du métro d'Alger, l'arrivée de découverte de toute cette richesse au fin fond des entrailles d'Alger. Quand on sait que c'est aussi l'OTAN, c'est la Basse-Casbah, c'est Alger, c'est le Djazaïr. Et qu'il y a eu le quartier de la Djenina qui avait fait l'objet de démolition pendant la période coloniale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça fait vraiment partie de l'importance historique de la Basse-Casbah. Donc c'est un peu représenter tout ça, le mettre en valeur, le valoriser à travers les vestiges mis au jour et là aussi à travers peut-être l'aménagement de ce futur musée. Il y avait aussi un jeune homme qui avait lancé un travail qui est architecte, n'est-ce pas, Monsieur Akli? Tout à fait, oui, les jeunes étudiants en architecture. Un jeune étudiant en architecture qui a, ce jeune homme, donc Akli, qui avait fait un travail fabuleux autour de reconstitution la reconstitution du quartier de la Djenina, du quartier de Djenina, de la fameuse mosquée. Tout à fait. N'est-ce pas? Jama Seïda. Jama Seïda, et il a fait un travail fabuleux. On le félicite d'ailleurs. Où il est très intéressant et très courageux de la part du jeune architecte. Alors il y avait un point important chez ce jeune homme, c'est qu'il me disait que il n'avait pas eu recours à l'intelligence artificielle, mais par contre il a travaillé modélisation avec, il a vraiment fait un travail de biographie, de recherche, de documentation à l'ancienne, d'archives, dans les archives, etc. Il a fouiné, il a été dans toutes les grandes bibliothèques, les centres de recherche pour trouver l'essentiel. Oui, c'est un amoureux du patrimoine. En fait, là aussi, il a baigné dans le domaine du patrimoine culturel et c'est ce qui fait qu'il est venu avec ce projet pour, à travers, comme vous le disiez, des recherches qu'il a effectuées dans les archives nationales et nos archives historiques, pour essayer de reconstituer justement le quartier de la Djenina qui a été démoli et qui constitue un quartier très important de la Basse-Casbah. Très important et qui nous explique beaucoup de choses. Tout à fait. Qui nous explique beaucoup de choses finalement quand on découvre tout cela. C'était là aussi le lieu de pouvoir pendant la présence ottomane. Rien n'a été fait de façon anodine. Certainement. Voilà. On revient à la formation avec vous, Monsieur Hamza, Mohamed Cherif, et l'école donc supérieure de restauration et de rénovation. Conservation et restauration, qui est une école importante. Aujourd'hui, on découvre de plus en plus de sites, que ce soit pour la mosaïque, pour tout ce qui est ustensiles, poterie, etc. Avant, on avait recours à des étrangers pour faire ces travaux. On les voyait sur site, en train de faire un travail assez particulier. Là, maintenant, ce sont des jeunes Algériens. C'est vrai, c'est des jeunes Algériens qui sont formés par l'école algérienne, mais l'école a aussi une collaboration à l'international. Bien sûr, c'est clair. C'est toujours de profiter. Nous sommes aussi ouverts au monde pour la formation. Pour rester avec les nouvelles technologies. Vous parlez de la modélisation, la 3D. Au sein de l'école, on a été obligé d'introduire les nouvelles technologies dans la formation, soit
même l'intelligence artificielle. Il y a des modules sur sur la numérisation, sur la photogrammétrie et aussi sur l'intelligence artificielle et le patrimoine archéologique. Parce que maintenant, on est toujours tributaire de l'intelligence artificielle. Elle s'est imprégnée dans notre vie quotidienne. C'est un moyen, elle s'est imposée sans qu'on le veuille, mais nos étudiants, à partir de la 3e année, 4e année, ont des modules sur ça, cette nouvelle technologie. Et l'école a un partenariat international avec l'Institut central de restauration qui est à Rome, qui est le plus ancien institut dans le domaine de la restauration. Et aussi, on a un deuxième partenariat à l'international avec une faculté de conservation et restauration des biens culturels qui se trouve à la République tchèque, à Litomyšl. C'est une faculté dédiée à la restauration d'objets, des biens culturels immobiliers. On a vraiment des échanges avec cette faculté-là. Des enseignants sont venus à l'école pour donner des cours et des former, et aussi des étudiants de l'école ont pu partir pour une formation de 3 mois à cette faculté-là. Très bien. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre aussi dans notre émission sur Al24, en ce mois de Ramadan, nous sommes au musée du Bardo à Alger. Pour vous, amis téléspectateurs, vous que nous suivez dans les 4 coins du monde, nous revient à cette bâtisse, à cette maison. Une maison, c'est un palais Fas, n'est-ce pas, où la boiserie, le zélidj, le marbre, il y a aussi des matériaux locaux que l'on retrouve ici. Par exemple, on arrive aussi à distinguer l'architecture algérienne à 100% aussi par ses colonnes. Oui, Madame, Madame Cherchali, Monsieur Hamza, oui. Par ses colonnes, il y a des spécificités bien sûr, bien de chez nous. Des arcs, si vous voulez. Oui. Il y a des éléments architectoniques et des matériaux qui représentent justement cette architecture dite vernaculaire. Je vais l'appeler comme ça, vernaculaire. C'est une architecture qui est propre à la culture algérienne. Elle a été certes construite à des périodes données de notre histoire, mais il y a eu des échanges. Il y a eu des échanges importants durant la présence ottomane. Il y a eu là aussi différents apports en termes d'architecture, mais il y avait aussi des savoir-faire locaux par rapport à l'utilisation des matériaux, du marbre, de la pierre, de la tuile. Différents matériaux là aussi ont été travaillés, comme vous le disiez tout à l'heure, le zélidj, donc les carreaux de faïence. Là aussi, ce sont des éléments. La forme des arcs en fer à cheval, là aussi constitue les caractéristiques de cette architecture vernaculaire, propre, j'allais dire, à Alger, mais pas que, à différentes villes. Là aussi, on peut la retrouver à Tlemcen, à Constantine. Donc c'était Médéa. Exactement, tout à fait. Cherchel. Tout à fait. Donc le palais du Bey de Constantine, là aussi, qui en passant est un palais mais vraiment majestueux, très très important. En termes d'architecture, qui est là aussi constitué de jardins intérieurs, qui est très riche en termes d'architecture et porteur justement des caractéristiques de cette architecture, et qui là aussi a bénéficié d'une opération de restauration. Donc je pense que là aussi c'est important de le dire, de le présenter. À Tlemcen, là aussi on a des édifices mais vraiment majeurs, des mosquées, des médersas, qui sont représentatifs de cette catégorie d'architecture vernaculaire qu'on pourrait appeler mauresque, mais qui est là aussi, je préférerais l'appeler vernaculaire parce qu'elle est imprégnée de notre culture locale. Certes, elle émane d'échanges, comme je le disais, mais elle est représentatrice de notre culture algérienne. Voilà, donc quand on revient, par exemple, Madame Cherchali, Monsieur Hamza, quand on revient aussi au style différent, l'Algérie est une mosaïque elle-même, une véritable mosaïque. Quand on est au nord, c'est une architecture, c'est une population, c'est une façon d'être, etc. L'Est, l'Ouest et le Sud, les hauts plateaux. On va citer par exemple la région de l'Ouad, qui est très particulière dans son architecture, qui ont un palais. Tout à fait, aussi, bien sûr, le palais Kourdan. Absolument, qui est un palais remarquable, qui est en restauration. Tout à fait, il y a des travaux de restauration actuellement. Pour parler de l'Arwat, là aussi, vous avez l'Orsar de l'Arwat, qui constitue le noyau historique de la ville,
qui a fait l'objet donc de protection à travers la création en secteur sauvegardé, au même titre que la Casbah d'Alger, que la vieille ville de Constantine, qui a été érigée en secteur sauvegardé et qui, en sa périphérie, connaît la présence d'édifices majeurs et de palais tels que celui du palais Kourdan, qui était considéré comme étant le palais de la princesse, qui est vraiment un édifice majeur et là aussi représentatif de cette architecture vernaculaire, dite aussi traditionnelle, et qui fait l'objet de travaux de restauration. Comme on le disait tout à l'heure, au même titre que d'importants édifices. Oui. Si je peux me permettre là aussi d'informer les téléspectateurs que le ministère de la Culture a mis en place un important programme de restauration d'édifices à travers le territoire national. Le palais Kourdan en fait partie, mais nous en avons d'autres. Nous avons le palais du Bey d'Oran, qui est là aussi un complexe architectural très très important et très riche, qui lui-même est situé à l'intérieur d'un élément de fortification de la ville d'Oran. Soit dit en passant, Oran est une ville fortifiée par excellence, qui est composée d'importantes fortifications. Mais je reviens là aussi au palais du Bey, qui lui est situé au niveau de la fortification de Rose Alcazar, qui fait actuellement l'objet d'une étude de restauration. Des travaux d'urgence sont actuellement en cours, et puis les travaux de restauration seront lancés, Inch'Allah, début de l'année 2026. Alors, si on veut revenir aussi à ces formations, c'est très très diversifié. On revient aussi au sud algérien, les Ksour, différentes sortes de Ksour, qui n'est vraiment pas en reste, qui sont aussi. Il y a des restaurations qui sont en train de se faire au niveau du sud algérien pour ne pas perdre cette histoire et rester lucide par rapport à l'histoire de l'Algérie, qui est une véritable mosaïque. Donc, c'est riche et complexe en même temps, parce qu'il y a aussi beaucoup de travail. Au niveau de la restauration et formation, donc il y a des spécificités qui vont se faire. Bien sûr. Et des spécialisations. Il y a des spécialisations en restauration. Dans la restauration. Nos étudiants, à partir de la 3e année, vont se spécialiser soit dans par exemple, de la restauration de la céramique, de la peinture sur toile, ou bien du verre, des métaux. Et ils ont vraiment une spécialisation. Aussi, je peux rajouter, nous avons un centre qui est au sud, à Timimoun, Cap-Terre, qui s'occupe le centre algérien du patrimoine bâti en terre, qui est vraiment important. Chaque région, les constructions s'imprégnaient de l'atmosphère, si on veut, des conditions climatiques de la région. C'est pour ça qu'il y a eu cette différence-là. Par exemple, au nord, on trouve des constructions avec de la pierre, du marbre, mais à l'intérieur ou bien au sud, c'est avec de la terre, architecture de terre. Nos étudiants à l'école apprennent ces différentes méthodes de construction, mais ils vont se spécialiser soit dans la céramique. Nous, on s'est spécialisé soit dans la restauration de la céramique, de la peinture sur toile, ou bien du verre ou du métaux. Parce que les étudiants en architecture se spécialisent dans tout ce qui est bâtiment et mobilier. Ah, très bien. Nous avons aussi, par exemple, la présence du bois. Oui. Le bois est très présent chez nous, notamment dans le Nord. Et là, au musée du Bardo, nous voyons que nos portes sont sculptées. Il y a un travail remarquable qui a été fait en matière de sculpture de bois. Nous avons la sculpture aussi sur ce que nous appelons aussi communément absolument, le stuc. C'est un travail que l'on retrouve aussi dans nos architectures, dans nos intérieurs. Le travail sur bois, on a pensé à Hamid Oumna, par exemple, qui a été l'une des personnalités remarquables pour le travail sur bois, Monsieur Hamid Oumna, où il y a une très belle collection qui se trouve au musée, le musée Khdaoujabia. Des arts et traditions populaires. Voilà, des arts et traditions populaires, où il y avait carrément tout un travail fait de Monsieur Hamid Oumna. Oui. Alors, additivement aux formations qui sont dédiées au niveau de l'École nationale de conservation et de restauration des biens culturels, il y a là aussi des projets qui sont menés par le ministère pour enclencher des systèmes de formation dans le cadre de la formation professionnelle. Oui, et justement, le bois ainsi que d'autres matériaux
très très important au sein des constructions traditionnelles à travers le territoire national, font partie justement de ces projets, c'est-à-dire que essayer de profiter du peu de savoir-faire qui nous reste à travers les artisans qui sont encore porteurs de ce savoir pour former les jeunes justement, les jeunes qui vont intervenir, justement les futurs jeunes qui vont intervenir dans le domaine de la restauration. Et le bois justement fait partie de ce projet pour enclencher justement ce système d'échange et de coopération entre le ministère de la Culture et le ministère de la Formation professionnelle. Et si je peux me permettre là aussi d'ajouter quelque chose, puisque mon collègue en a parlé, le Centre algérien du patrimoine bâti en terre, qui est domicilié à Timimoun, et qui travaille justement sur les questions d'inventaire, de sauvegarde, de sensibilisation aux architectures de terre, travaille déjà grandement au sein de la wilaya de Timimoun, d'Adrar, donc les wilayas limitrophes, mais pas que. Là aussi, il enclenche des opérations de formation au sein des wilayas de Béchar, de Bni Abbas et éventuellement Tindouf, pour sensibiliser les jeunes étudiants, d'abord en architecture, en archéologie, en histoire, au métier du patrimoine, donc au métier de la construction traditionnelle, en organisant donc des chantiers écoles, mais pas que. C'est-à-dire que là aussi, il y a des accords de coopération qui ont été signés avec les directions de la formation professionnelle, là aussi, pour former et sensibiliser là aussi aux différents métiers de la construction traditionnelle, parce que au niveau de ces régions-là, ce n'est pas la pierre, comme le disait mon collègue, c'est l'architecture de terre qui est plus périssable et qui présente plus de difficultés par rapport à sa conservation et sa restauration. Surtout avec les derniers changements climatiques. Voilà, c'est ça, exactement. Les inondations, les pluies diluviennes qui tombent sur nos villes. Tout en prenant en considération ces éléments de connaissance, des projets sont enclenchés justement pour conserver et sauvegarder justement les savoir-faire locaux. Et ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. Nous savons que vous avez aussi des projets au sein de votre direction générale, Madame Nabila Cherchali, qui reviennent toujours autour de la préservation des musées, d'un travail qui se fait aussi avec l'arrivée aussi de ces musées de proximité. Vous savez, par exemple, quand on va dans une région, on découvre des musées des espaces qui nous présente carrément avec beaucoup de facilité ce qu'est la région. Vous voyez, c'est très très simple pour un touriste qui ne connaît pas du tout la région. On va citer Djelfa par exemple, ou une autre région où on va découvrir la région avec ses traditions, avec ses coutumes, avec des détails ou alors des points focaux de la région. Oui. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le musée, c'est vraiment la vitrine de la localité. C'est-à-dire qu'en arrivant, on a tendance à se diriger vers les musées pour découvrir les richesses patrimoniales, matérielles et immatérielles de la région. Et comme vous le citiez, Djelfa, là aussi, est une région très riche, très très riche par rapport à ses savoir-faire traditionnels. Donc là, on est plus sur du patrimoine culturel immatériel. Et là, actuellement, on travaille, c'est un projet qui est vraiment très très bien avancé sur la mise en place d'un centre d'interprétation à caractère muséal. Donc c'est vraiment une approche dynamique de la présentation du potentiel patrimonial duquel dispose la région des Ouled Naïl. Parce que c'est comme ça qu'on la présente. Donc c'est tous les savoir-faire liés j'allais dire à la conception, à la production de l'habit traditionnel, mais pas que. Dans la région de Djelfa, vous avez aussi tous les savoir-faire par rapport à tout ce qui est donc production musicale, donc toute poésie, la culture orale, revenir sur le vêtement, exactement, sur la khaïma, exactement. Donc tous ces savoir-faire locaux vont faire l'objet de présentations au niveau du centre d'interprétation de la ville de Djelfa.
Nous travaillons également sur plusieurs projets, là aussi de mise en place de centres d'interprétation, parce qu'on introduit dans le cas des centres d'interprétation, ce n'est plus la collection traditionnelle qu'on présente au niveau des musées, mais c'est un peu plus dynamique si vous voulez, et on introduit là aussi le multimédia, c'est-à-dire que les moyens de communication sont très présents, et c'est de manière à rendre le lieu un peu plus attractif pour la société, dans ces différentes catégories, c'est-à-dire en allant depuis l'enfance, la jeune enfance, jusqu'à l'âge adulte. Voilà, donc c'est un peu la nouvelle approche sur laquelle nous travaillons actuellement. Ça, c'est vraiment un travail fabuleux. De longue haleine. On va dans les fins fonds de l'Algérie et des régions. Donc, c'est sur des découvertes et on reste dans la fidélité aussi de l'identité algérienne, qui est une identité très forte, puissante. Elle est très, très riche et nous sommes vraiment très, très fiers. La formation avec vous, monsieur, donc, Hamza Mohamed Cherif, c'est un point focal très, très important. Très important pour la sauvegarde de notre identité nationale, qui est ancrée dans des millénaires. Alors, absolument. C'est pour ça qu'on doit sauvegarder soit notre patrimoine matériel, soit notre patrimoine immatériel. Et vous disiez que pour cette rentrée 2025-2026, il y avait un appel donc à la candidature pour tous les passionnés de la restauration. Oui, tous les nouveaux bacheliers. Oui. Même pour l'année prochaine, Inch'Allah. Très bien. Tout lycéen qui est au niveau terminal, qui est passionné par le patrimoine, par l'histoire, peut choisir dans ses choix notre école pour l'intégrer et pour apporter son aide à la conservation et la restauration de notre patrimoine. Et Dieu sait que le besoin est là. On imagine vraiment, bien et la sûr. demande est là. Mais c'est clair. En tous les cas, Madame Nabila Cherchali, merci d'avoir été parmi nous. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui dans notre soirée, donc dédiée à notamment la conservation, la restauration et la découverte aussi de nos musées et ô combien riches et diversifiés. Merci d'avoir été parmi nous ce soir dans notre émission sur Al24. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. On arrive pratiquement à la fin de notre émission de ce soir. On vous donne rendez-vous pour un autre rendez-vous avec la culture, le patrimoine sur Al24.